En 1952, date de fondation de la Société Générale des Travaux Maritimes et Fluviaux, SOGETRAM, il aurait fallu des dons prophétiques pour imaginer le rôle futur des plongeurs autonomes ou hommes grenouilles dans les travaux publics et le génie civil. Après 10 ans de réussite et perfectionnements incessants dans les méthodes appliquées, les préventions à l'égard de ces nouveaux travailleurs subaquatiques se sont évanouies. La SOGETRAM a été amenée à créer en 1957 l'école de Garennes-sur-Eure. Elle forme un personnel hautement qualifié et lui donne une double spécialisation de plongeurs et de techniciens. Les stagiaires, venant de différents départements du bâtiment, sont jugés aptes à entrer au centre Jean-Pierre-Étienne de Garennes, seule école au monde de plongeurs professionnels, après une sélection médicale rigoureuse. Candidats seront retenus pour le stage de formation qui durera 6 mois. L'école de plongée a pour but de transformer les jeunes postulants en travailleurs sous-marins, aussi à l'aise sous l'eau que sur terre. L'enseignement reçu par l'élève est complet. Il est théorique, physiologie de la plongée, composition et fonctionnement des équipements, conduite à tenir en cas de dépannage ou d'incident. Il est pratique. De fréquentes plongées en cuve à hublot ouvert sur l'extérieur, en eau vive, en eau trouble, hiver comme été, apprennent aux stagiaires à maîtriser avec sang-froid sa crainte instinctive de l'élément liquide. L'enseignement de la plongée est doublé par une formation professionnelle pure qui donne aux stagiaires une connaissance complète du métier qu'il aura à exercer. Pratiquant une profession difficile qui demande une maîtrise constante et une parfaite aisance, le plongeur SOGETRAM est un technicien et non un manœuvre. C'est en fonction de ces normes que SOGETRAM montre des exigences sérieuses dans le recrutement et la formation de son personnel. Les hommes qu'elle emploie sont destinés à des travaux de précision dans des conditions anormales. Les qualités des plongeurs ont eu l'occasion de se manifester lors de la réfection du phare de l'île Blanche au Canada. Durant toute l'année, de puissants courants contraires forment des tourbillons autour de la base du phare. Sous cette action, de larges failles, atteignant des hauteurs de 3 mètres, se creusèrent sur le pourtour de la partie sous-marine de l'édifice. Les plongeurs eurent à surmonter des difficultés conjuguées. La violence des courants interdisait le travail aux heures de haute mer et empêchait l'approche régulière des navires apportant le matériel et la nourriture. Il s'ensuivit un horaire élastique, contraignant les hommes à plonger de jour comme de nuit. La mise en place de la plateforme de protection constitua la partie la plus difficile de l'opération. Si l'on songe que les plongeurs travaillaient dans l'eau glacée, avec une visibilité pratiquement nulle, il est permis de penser que cette précision ne fut obtenue qu'en raison de la parfaite maîtrise d'une technique de travail. La réfection du phare de l'île Blanche
est considéré au Canada comme un des modèles du genre. De telles performances sont rendues possibles par un esprit d'équipe soudé au cours des 2 années de compagnonnage qui ont suivi le stage. Durant ce laps de temps, le stagiaire a parfait sa formation technique au contact de difficultés aussi différentes que celles rencontrées lors de la réparation d'un radier de barrage, de la réfection d'une pile de pont dégradée ou de l'entretien des quais de Paris. Pour les familiariser avec toutes les techniques sous-marines et leur permettre d'apprécier les inconvénients et les avantages de chacune, les stagiaires sont entraînés à utiliser le scaphandre lourd. Chaussés de pantoufles de 8 kg chacune, revêtus d'une collerette, coiffés du casque de cuivre, harnaché de plaques poitrinales et dorsales, supportant les 90 kg de son équipement, le scaphandrier n'est apte qu'à des tâches restreintes. Son travail habituel est le découpage des épaves. Le manque de l'aptitude dans l'exécution des travaux dû au handicap de leur équipement lourd fait des scaphandriers des manœuvres. Leur travail sous-marin est limité, chaque geste les obligeant à fournir de puissants efforts. Le plongeur Sogé-Tram, vêtu de son équipement maniable et léger, voit sa fatigue réduite des 2/3. L'eau n'est plus un élément contre lequel il doit lutter, mais un milieu qu'il connaît et qu'il sait utiliser. Il n'est plus contraint à descendre le long d'échelles et à marcher sur fond sous-marin. Ses palmes lui permettent toutes les évolutions, et il peut travailler dans des endroits inaccessibles aux scaphandriers. Le scaphandrier se trouve donc concurrencé et dépassé sur son propre terrain par les techniciens plongeurs de la Sogé-Tram. Le dégagement des installations portuaires et la destruction des épaves, qui jusqu'ici étaient le monopole des scaphandriers lourds, sont devenus des activités courantes pour les plongeurs professionnels. La maniabilité de leur formation technique leur permet d'effectuer ces travaux en un temps record. Ainsi, le 3 mai 1960, en plein milieu du port de Montréal, un cargo de 1000 tonnes appartenant à la Federal Commerce Company était heurté par un autre navire et coulait en quelques minutes. Cette épave constituait un grave danger pour la navigation en raison des courants violents existants à cet endroit, et des travaux furent immédiatement entrepris pour sa destruction. L'International Underwater Contractors, branche canadienne de la Sogé-Tram, fut alors chargée du dégagement de l'épave. Ce travail fit l'objet d'un contrat portant sur une durée de 4 mois. 15 plongeurs de l'IUC et de la Sogé-Tram se mirent aussitôt au travail et seulement 2 mois après,
c'est-à-dire la moitié du temps initialement prévu, il ne restait plus rien du cargo de la Federal Commerce Company. En quittant Garenne, les stagiaires sont réellement ces techniciens qu'ils ont souhaité devenir. Des techniciens qui ont choisi un atelier sous-marin. Un atelier où l'on pourra leur confier toute tâche délicate avec la certitude qu'elle sera accomplie. Vêtu de sa combinaison dite volume constant, il participe à toutes les luttes aquatiques. Le volume constant consiste en une combinaison caoutchoutée parfaitement étanche. Complétée d'une cagoule également étanche. Le plongeur porte autour de la taille une ceinture de plomb. La combinaison est dotée de 3 soupapes, 2 aux pieds, 1 à la tête. Le rôle de ces soupapes est d'assurer un équilibre constant entre la pression exercée par le milieu extérieur, c'est-à-dire l'eau, et l'air contenu à l'intérieur du vêtement. Ce procédé a pour principal avantage d'éviter le plaquage du vêtement sur le corps du plongeur. Celui-ci a en effet la faculté, en expirant de l'air à l'intérieur de la combinaison, d'y maintenir l'équilibre souhaité. Cet air expiré sort par les soupapes. Le plongeur est alimenté depuis la surface par un tuyau appelé narguilé, relié à un compresseur qui envoie de l'air comprimé à 7 kg au centimètre carré. La pression de cet air est réduite dans le détendeur à la pression exercée par l'eau au niveau des poumons. L'équipement est complété par des palmes et par un téléphone contenu dans le narguilé qui maintient le plongeur en relation constante avec la surface. Le scaphandrier lourd, antique chevalier moyenâgeux, est maintenant supplanté par le plongeur professionnel, technicien moderne des grandes réalisations hydrauliques. Cependant, les conditions de travail ne permettent pas toujours d'alimenter le plongeur à la surface. Celui-ci emporte alors de l'air comprimé dans des bouteilles placées sur son dos. Le principe de réduction de la pression de l'air par le détendeur reste identique. La provision est suffisante pour permettre une plongée de 2 ou 3 heures. Cet équipement de tri-bouteilles d'air comprimé s'emploie souvent avec la tenue dite Calypso. C'est une combinaison non étanche, ultra légère, en néoprène, qui moule entièrement le corps du plongeur. Elle est utilisée pour la recherche et les prélèvements géologiques, l'étude des fonds sous-marins ou les opérations à grande profondeur et de courte durée. Perfectionnant leur connaissance des divers équipements, les techniciens plongeurs endossent la tenue du nageur de combat, exclusivement réservée aux missions militaires. La combinaison isotherme en caoutchouc mousse est identique à la combinaison Calypso. La grande différence réside dans le mode d'alimentation respiratoire. L'appareil est dit en circuit fermé.
Le plongeur porte sur le ventre un sac respiratoire appelé faux poumon. Il est pourvu d'une petite bouteille d'oxygène et d'une cartouche absorbante, destinée à éliminer le gaz carbonique du circuit respiratoire et à éviter l'échappement des bulles. L'emploi de cet appareil est limité. En effet, au-delà de 8 mètres de profondeur, l'oxygène devient toxique. L'utilisation des outils, des matériels et des matériaux est d'abord étudiée à terre avant de l'être sous l'eau. Selon ses connaissances d'origine et ses dispositions naturelles, l'apprenti sera davantage orienté vers une spécialité: bétonnage, découpage et soudage, géologie, charpente, débasage, photographie, cinéma. Néanmoins, chaque plongeur reçoit une formation professionnelle aussi complète que possible, qui le rend au moins apte à seconder les spécialistes. La difficulté des conditions de travail est augmentée progressivement. L'exercice se fait d'abord en eau claire, puis en eau trouble. Et enfin, avec un cache en verre noir devant les yeux, c'est-à-dire dans l'obscurité totale, recréant ainsi au fond de la piscine tous les imprévus que l'on rencontre sur un chantier. À titre d'expérience, un découpage de pales planches à l'oxyarc a été effectué dans des conditions très particulières. Il s'agissait d'opérer par 30 mètres de fond dans une cuve de forage de 0,80 m de diamètre, emplie de boue de forage, dite eau lourde, de densité 1,20. Du fait de la densité de ce liquide, la profondeur de travail était équivalente à celle de 36 mètres en eau normale de densité 1. Malgré cet ensemble de difficultés, profondeur, étroitesse de la cuve, absence totale de visibilité, le découpage de la pale planche a été effectué dans un temps sensiblement égal à celui du même travail en eau claire. De telles circonstances sont rares dans la pratique courante. En raison de leur grande technicité et de leur entraînement, les plongeurs de Segetram sont capables de s'adapter à des normes très variées de travaux sans préjudice important pour le rendement. La mise en place de mortier ou de béton est toujours une opération délicate. De la façon dont elle est conduite peut dépendre la solidité d'un ouvrage. Sur le chantier, ce n'est pour le plongeur que la répétition de gestes d'où l'erreur est exclue. Après le forage au marteau perforateur, le mortier ou le béton est préparé en surface et additionné d'un plastifiant qui en évitera le délavage et la ségrégation, même dans des courants relativement forts. Le mortier est introduit dans un appareil de transport pneumatique, le Lancy. Propulsé par l'air comprimé dans des tuyaux souples, il parvient jusqu'au plongeur qui en assure la mise en place. Cette méthode a été notamment employée à Strasbourg pour la réfection de plusieurs centaines de mètres de quais pour le compte du port autonome et du Gaz de France.
des laboratoires d'essai sont annexés à l'école. Avant d'être mis en service sur les chantiers, les matériels et les matériaux sont mis au point et essayés au cours d'expériences comparatives. Des études sont également poursuivies tant pour le compte d'administration et d'entreprise que pour les besoins internes de la Sogétram. Leur variété et leur efficacité ont déjà conduit à améliorer dans une large mesure les techniques de plongée. Elles contribuent à faire du centre de Garennes le premier laboratoire au monde de travaux sous-marins. Quelle que soit la mise au point de l'équipement qui est régulièrement entretenu et vérifié et l'habileté des plongeurs, ils sont toujours à la merci d'un accident. Mais les accidents, aussi inattendus qu'ils soient, ne prennent pas l'équipe au dépourvu. L'homme, revenu à la surface, est enfermé aussitôt dans un caisson de décompression. Le plongeur est remis à la pression à laquelle il était lors de l'accident. Il est ensuite ramené progressivement à la pression atmosphérique normale, suivant des paliers successifs déterminés par la gravité de son cas. L'opération nécessitant un certain temps, si le plongeur est dans le coma et ne peut respirer par l'intermédiaire de l'embout, on opère une ventilation pour empêcher l'asphyxie. Les plongeurs sont d'ailleurs contrôlés à intervalles réguliers par un médecin attaché à l'école. À la fin du stage, une nouvelle sélection est faite parmi les 12 candidats. Seuls les meilleurs sont choisis pour être incorporés à des équipes de 2 ou 3 hommes et viendront s'ajouter aux 120 plongeurs de Sogétram. Après 2 ans passés sur les chantiers, si son travail est satisfaisant, son esprit d'équipe et sa compétence éprouvée, le stagiaire est reconnu par l'Assemblée générale apte à entrer dans la société coopérative Sogétram. Intéressé aux bénéfices, nouveau sociétaire, il fera partie désormais de la famille des coopérateurs. La Sogétram aura atteint le but qu'elle s'est fixé. Grande formation technique et promotion sociale de ses plongeurs sont les meilleurs garants d'un travail exceptionnel et de haute qualité. Équipé d'une glace à double champ, l'une opaque pour protéger sa vue, l'autre claire pour lui permettre de vérifier son travail, le plongeur va effectuer des soudages. C'est une opération délicate, nécessitant une pratique accomplie. Le principe est identique à celui de la soudure en surface, mais le matériel, électrodes et outils sont adaptés à la plongée.
Modernisant son matériel et sa technique, la Sogétram a abandonné le découpage oxyacétylénique au profit de l'oxyarc. Un jet d'oxygène est projeté à l'intérieur d'une électrode creuse. Cet outil est spécialement mis au point pour le découpage sous-marin. La cadence de travail est sensiblement égale à celle que l'on atteint en surface. Certains scellements nécessitent la perforation de l'assise en béton armé. On utilise alors la lance thermique, au maniement très délicat. L'opérateur est protégé des effets calorifiques et des éclats de béton par un bouclier. L'ingénieur responsable des travaux ne peut se rendre compte par lui-même de l'état des parties subaquatiques d'un ouvrage. Il se voit dans l'obligation d'accorder une confiance aveugle au plongeur. La cécité permanente de l'ingénieur est un handicap qui a contribué à maintenir dans ce domaine la routine des méthodes. Les techniciens n'avaient foi que dans les solutions éprouvées par l'usage. C'est pour triompher de cet obstacle que la Sogétram utilise depuis 1957 la télévision subaquatique sur ses chantiers. Transporté dans une camionnette aménagée en laboratoire, l'équipement comporte un caisson de commande d'un type normalisé par la radiodiffusion télévision française, une caméra étanche dont le poids est exactement équilibré par la poussée de l'eau quand l'appareil est immergé, et 2 récepteurs de télévision industrielle. La mise au point est télécommandée depuis le caisson de commande. En eau trouble, la caméra peut être munie d'un cône d'eau claire de 40 cm de profondeur qui interpose un volume d'eau propre entre l'objet et l'objectif. Ce cône comporte 2 projecteurs de 1 kW. La liaison entre la caméra et le caisson de commande est assurée par un câble étanche de 100 mètres qui a les circuits de télécommande et d'alimentation des projecteurs. Un contact téléphonique est réalisé entre la surface et le caméraman en plongée. Dernière née des techniques d'inspection subaquatique, la télévision va bien au-delà des possibilités restreintes de la photographie et du cinéma. Elle peut être employée également pour la vérification des coques de navires en cours de déchargement ou pour l'expertise d'avaries.